Le lithium grimpe de 30% et 100 000 tonnes dorment. Ce paradoxe, confirmé en janvier 2025, propulse le Mali, souvent dit fragile, au cœur d'un ordre énergétique mondial où chaque chiffre déplace les lignes. Taxe exceptionnelle de 20% en avril, création d'un fonds souverain le 15 août, fermeture totale des frontières le 10 octobre, tandis qu'une enquête de juin évoque près de 60% de soutien interne. Que doivent comprendre ceux qui suivent Ibrahim Traoré depuis Bamako? Une bascule brève, mais lourde. Dans cette séquence, le récit ne cherche pas les faits, mais la mécanique. Il expose les enjeux pour lire le Sahel sans illusion. D'un côté, un métal devenu pivot des batteries et de la transition énergétique. De l'autre, un État dont la vulnérabilité proclamée attire pression, récits concurrents et coups de sonde discrets. L'objectif est de suivre une chaîne simple. Des données minières, puis des décisions, puis des réactions. Quand le prix monte et que des réserves sont confirmées, la politique cesse d'être abstraite. Chaque mesure devient un signal envoyé aux investisseurs, aux voisins et aux acteurs de sécurité. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un repère narratif, pas comme un slogan. Sa place sert à relier souveraineté, contrôle des zones sensibles et arbitrage économique. La question qui tient tout le fil reste concrète. Qui capte la valeur? Qui paie les coûts? Et qui contrôle l'accès au sous-sol? C'est là que le basculement commence à se laisser mesurer. Presque personne ne l'avait anticipé, mais 2 chiffres suffisaient à déplacer tout le décor. Près de 100 000 tonnes de lithium sont confirmées début 2025, tandis que le prix mondial progresse de 30% en 6 mois, transformant instantanément un sous-sol discret en enjeu stratégique. À partir de ce moment, la lecture du Mali change d'échelle. Le pays n'est plus seulement observé à travers ses fragilités sécuritaires ou institutionnelles, mais à travers la valeur mesurable de ce qu'il détient. Le lithium, ressource clé des batteries et de la transition énergétique, agit comme un révélateur brutal. Ce qui semblait marginal devient central. Ce qui paraissait périphérique attire désormais une attention soutenue. Chaque donnée publiée alimente un recalibrage silencieux des rapports de force. Dans ce cadre, les décisions politiques cessent d'être interprétées comme isolées. Elles s'inscrivent dans une architecture où le sous-sol devient la variable maîtresse. La confirmation du gisement place Bamako sous pression, car plus les estimations montent, plus les attentes extérieures se resserrent. Les discours internationaux se multiplient, souvent contradictoires, oscillant entre inquiétude sécuritaire et intérêt économique à peine voilés. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend une autre dimension. Observé depuis Bamako, il n'apparaît plus seulement comme un dirigeant affirmant une ligne souverainiste, mais comme un acteur contraint de composer avec une équation nouvelle. Protéger une ressource stratégique tout en gérant les conséquences diplomatiques et économiques de cette protection. Les données minières, les signaux sécuritaires et les réactions extérieures forment une même chaîne de causalité. Les premiers mois de 2025 voient ainsi émerger une cohérence que beaucoup n'avaient pas perçue. Des mouvements discrets autour des zones minières, des prises de position médiatiques abruptes, puis des choix gouvernementaux plus visibles, s'alignent sur une logique commune. Le Mali, souvent décrit comme fragile, se retrouve au cœur d'une compétition énergétique où chaque statistique devient un marqueur de souveraineté. Ce mini-révélateur éclaire tout le reste. La trajectoire n'est pas improvisée, elle est structurée par les chiffres. Sur le terrain, ce basculement ne se lit pas d'abord dans les communiqués, mais dans des scènes modestes, répétées, presque banales, autour des zones identifiées comme riches en lithium. Des acteurs locaux commencent à percevoir une densité nouvelle. Officiers régionaux, responsables techniques, chefs communautaires, décrivent un même changement à partir du début de 2025. Davantage de passages, davantage de questions, davantage d'intérêt pour des espaces longtemps ignorés. Dans certaines localités proches des gisements,
Des habitants formés récemment à la défense territoriale signalent dans des incursions brèves, de petites équipes cherchent à comprendre les accès, les pistes, les reliefs. Rien de spectaculaire, rien de médiatisé. Mais ces observations circulent rapidement dans les cercles administratifs et sécuritaires. Elles agissent comme un premier signal d'alerte, bien avant les décisions visibles prises à Bamako. Plus au sud, d'autres récits apparaissent. Des chefs traditionnels racontent avoir été approchés par des intermédiaires proposant des projets d'exploitation accélérée, accompagnés de compensations financières ciblées. Les offres sont prudentes, jamais formalisées, mais leur répétition révèle une pression économique croissante. Pour ces acteurs locaux, la question cesse d'être idéologique. Elle devient matérielle, quotidienne, inscrite dans les mouvements inhabituels qui traversent leur village. Ces scènes fonctionnent comme des micro-cas. Elles montrent comment une donnée abstraite, une réserve chiffrée, un prix mondial en hausse, se traduit concrètement sur le terrain. Avant les annonces spectaculaires, avant les ruptures diplomatiques, ce sont ces signaux faibles qui redessinent la perception du risque et de la valeur. Dans ce contexte, les décisions centrales prennent une autre couleur. Elles ne surgissent pas dans le vide. Elles répondent à une accumulation de situations locales qui, mises bout à bout, rendent l'inaction coûteuse. Le so what devient alors évident. Quand le sous-sol change de statut, le territoire change de fonction. La séquence des événements s'enclenche sans annonce spectaculaire, mais avec une logique implacable. Au début de l'année 2025, la confirmation des réserves de lithium agit comme un déclencheur silencieux. Les chiffres circulent dans les ministères, chez les opérateurs miniers, dans les chancelleries étrangères. À ce stade, rien n'est encore public, mais le tempo change. Les réunions se multiplient, les scénarios sont réévalués, et chaque acteur comprend que le Mali entre dans une phase où l'attentisme devient un risque. Le premier acte visible survient au printemps. En avril 2025, le gouvernement impose une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits des entreprises minières étrangères. Le geste est simple sur le plan administratif, mais il rompt avec des décennies de pratiques tolérantes. Immédiatement, les réactions s'enchaînent. Les sociétés concernées dénoncent une mesure brutale, évoquent une insécurité juridique et agitent la menace d'un gel des investissements. Sur le plan international, le discours se durcit. La décision est présentée comme un signal négatif envoyé au marché. Pourtant, à Bamako, la lecture est si différente. Cette taxe n'est pas conçue comme une fin en soi, mais comme un test de résistance. Elle permet de mesurer qui accepte de renégocier, qui cherche à contourner et qui se retire. Dans les semaines suivantes, des tentatives de négociation discrètes émergent. Certaines entreprises proposent des exemptions partielles, d'autres suggèrent des accords bilatéraux hors cadre public. Chaque approche est analysée, documentée, puis intégrée dans une stratégie plus large de contrôle. L'été marque une montée en puissance. Les autorités renforcent la surveillance des zones minières et durcissent les procédures d'accès. Des unités locales sont redéployées, les flux logistiques sont vérifiés et les contrats existants passent sous revue. Cette phase n'est pas bruyante, mais elle modifie progressivement le rapport de force. Les opérateurs étrangers comprennent que l'environnement a changé. La ressource n'est plus négociée comme avant. Elle est verrouillée. C'est dans ce contexte que la figure d'Ibrahim Traoré s'impose comme un point de convergence. Ces décisions, perçues de l'extérieur comme abruptes, s'inscrivent en réalité dans une séquence continue. Tester, observer, ajuster, puis durcir. Il ne s'agit pas d'un repli improvisé, mais d'une montée contrôlée vers une posture défensive assumée. Le point de bascule survient à l'automne. Le 10 octobre 2025, le gouvernement annonce la fermeture totale des frontières. Le symbole est fort. À l'international, la mesure est interprétée comme un aveu d'isolement. À l'intérieur du pays, elle est lue comme une ligne rouge tracée autour des ressources stratégiques. Quelques jours plus tard, le 15 octobre,
une tentative de franchissement menée par un groupe armé soutenu par une puissance étrangère et repoussée par les forces locales. L'affrontement est bref, mais son message est clair. La protection du sous-sol devient une priorité opérationnelle. Les sanctions et les condamnations suivent, mais elles arrivent après coup. La dynamique est déjà enclenchée. Ce qui apparaît alors comme une escalade est en réalité l'aboutissement d'une chaîne causale précise. Activation, montée en tension, puis onde de choc. À chaque étape, une donnée appelle une décision, et chaque décision prépare la suivante. Ce déroulé montre une chose essentielle. Le tournant de 2025 n'est pas une rupture soudaine, mais une progression méthodique où le temps joue un rôle stratégique. Avant 2025, le Mali disposait de ressources minières diffuses. Après janvier, 100 000 tonnes de lithium confirmées changent l'échelle et la valeur du pays. Ce passage d'un potentiel supposé à un stock mesuré crée un delta immédiat. Le sous-sol cesse d'être une promesse lointaine pour devenir un actif stratégique comptable, suivi, comparé et disputé. Le premier indicateur structurel concerne le marché. En 6 mois, le prix mondial du lithium progresse d'environ 30%, sous l'effet combiné de la demande pour les batteries et de contraintes d'offres. Cette hausse n'est pas abstraite. Elle signifie qu'une tonne extraite vaut sensiblement plus qu'au semestre précédent, ce qui augmente mécaniquement l'intérêt des acteurs extérieurs et la pression sur les pays détenteurs de réserves. Pour le Mali, ce delta transforme une découverte géologique en levier de négociation géopolitique, car chaque point de pourcentage supplémentaire renforce la valeur relative du gisement face à d'autres sources mondiales. Le deuxième indicateur est fiscal. En avril 2025, l'État impose une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits des entreprises minières étrangères. Le chiffre est clé, non par son montant seul, mais par ce qu'il mesure. Il indique une volonté de capter une part plus élevée de la rente au moment précis où la valeur de la ressource augmente. Concrètement, cette taxe modifie les projections financières des opérateurs, des marges attendues plus faibles, des retours sur investissement recalculés et une incitation à renégocier les termes contractuels. Pour les autorités, elle sert de test. Identifier les entreprises prêtes à s'adapter à un cadre plus strict et celles qui préfèrent se retirer. Le troisième indicateur est social et politique. Une enquête menée en juin 2025 fait état d'environ 60% de soutien populaire aux mesures de protection des ressources, dont la fermeture des frontières et le durcissement du contrôle minier. Ce chiffre ne décrit pas seulement une opinion. Il signale un alignement temporaire entre décisions économiques et perceptions collectives. Dans un contexte souvent marqué par la défiance, atteindre ce niveau d'adhésion offre une marge de manœuvre politique plus large pour maintenir une ligne ferme face aux critiques extérieures. Pris ensemble, ces trois données dessinent une trajectoire lisible. La confirmation des réserves crée l'actif. La hausse des prix en accroît la valeur. La taxe exceptionnelle vise à internaliser une part de cette valeur. Enfin, le soutien populaire réduit le coût politique interne de ces choix. La chaîne est simple, mais robuste. Chaque chiffre appelle une réponse institutionnelle, et chaque réponse renforce la suivante. Dans cette logique, la posture d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme une rupture idéologique que comme une gestion séquentielle des deltas. Les nombres fixent le cadre, les décisions s'y inscrivent. Rien n'indique une improvisation. Les indicateurs économiques et sociaux convergent pour rendre crédible une stratégie de verrouillage progressif, malgré les frictions diplomatiques qu'elle engendre. Ce chapitre quantitatif éclaire ainsi le cœur du basculement. Il montre comment des mesures chiffrées, limitées en nombre mais fortes en signal, suffisent à transformer un État perçu comme fragile en acteur capable d'imposer ses conditions. La question qui reste ouverte n'est plus celle des chiffres eux-mêmes, mais de leur soutenabilité dans le temps. Le débat autour des choix opérés en 2025 s'organise autour de deux positions opposées, chacune appuyée sur une logique cohérente. Pour comprendre la solidité de la trajectoire suivie, il faut d'abord présenter ces arguments dans leur forme la plus forte, sans les caricaturer.
Le premier camp soutient la ligne gouvernementale. Selon cette lecture, la pression autour des ressources n'est ni hypothétique ni future. Les signaux détectés dès le début de l'année, survols répétés, tentatives discrètes de cartographie, approche économique indirecte, montrent qu'une compétition active était déjà engagée. Dans ce cadre, la taxe exceptionnelle sur les profits étrangers et le durcissement du contrôle territorial sont vus comme des réponses proportionnées. L'argument central est simple. Lorsqu'une ressource stratégique voit sa valeur augmenter rapidement, l'inaction crée une vulnérabilité supérieure à celle engendrée par une posture ferme. À leurs yeux, verrouiller l'accès permet de reprendre l'initiative, de fixer des règles claires et d'éviter que la valeur ne soit captée avant même d'être négociée. Le second camp formule une critique tout aussi structurée. Ses défenseurs alertent sur les risques d'isolement économique et diplomatique. La fermeture des frontières et la fiscalité renforcée peuvent, selon eux, réduire l'attractivité du pays, ralentir les investissements et compliquer l'accès aux technologies nécessaires à l'exploitation minière. Ils soulignent également la dépendance potentielle à un seul métal stratégique. Dans un marché volatile, fonder une stratégie économique sur le lithium expose l'État à des retournements rapides de prix, sans filet de sécurité immédiat. Leur position ne rejette pas la souveraineté, mais plaide pour une ouverture contrôlée, accompagnée d'une diplomatie active. Pour dépasser cette opposition, il faut confronter ces thèses aux données disponibles. Le soutien populaire mesuré en juin 2025 réduit le coût politique interne d'une ligne ferme. La hausse rapide du prix du lithium augmente la valeur du temps court, rendant coûteux les délais de négociation. Enfin, les pressions observées sur le terrain confirment que l'enjeu n'était pas théorique. Ces éléments n'invalident pas les craintes des opposants, mais ils expliquent pourquoi la priorité a été donnée au contrôle immédiat. Ainsi, les deux camps se posent des risques réels. La divergence porte moins sur les objectifs que sur le calendrier. Le choix opéré privilégie la protection rapide, quitte à gérer ensuite les coûts d'ajustement. Un pivot silencieux s'impose. Ce moment charnière apparaît lorsqu'une décision administrative, en apparence technique, modifie et brise en profondeur la trajectoire engagée depuis le début de 2025. Le 15 août, l'annonce de la création d'un fonds souverain national transforme la logique défensive des mois précédents en une architecture durable. Jusqu'ici, les mesures visaient surtout à contenir les pressions et à sécuriser l'existant. Avec ce fonds, l'État ne se contente plus de protéger. Il organise la captation interne et la redistribution future des bénéfices miniers. Ce changement d'échelle est décisif. Les revenus issus du lithium ne sont plus seulement une source de tension ou de négociation. Ils deviennent un outil de projection économique, pensé pour structurer l'après-crise. Le fonds introduit une temporalité nouvelle. Il relie l'urgence sécuritaire à une vision de reconstruction, où la ressource finance des priorités nationales, plutôt que de nourrir des arbitrages de court terme. C'est ici que la trajectoire d'Ibrahim Traoré se clarifie. Ces décisions antérieures, souvent perçues comme abruptes, prennent une cohérence différente lorsqu'elles convergent vers ce dispositif. La fermeture des frontières, la taxe exceptionnelle et le contrôle des zones minières apparaissent alors comme les conditions préalables à cette bascule. Sans verrouillage, pas de fonds crédibles. Sans fonds, pas de sortie durable du face-à-face avec les acteurs extérieurs. Ce point médian marque donc un glissement stratégique. Le Mali cesse progressivement d'être un espace qui réagit aux pressions pour devenir un acteur qui propose ses propres règles. Le conflit autour des ressources n'est pas clos, mais il change de forme. Il se déplace du terrain de l'urgence vers celui de la structuration. La question qui s'ouvre désormais est simple. Quelles conséquences concrètes cette architecture produit-elle pour les acteurs concernés ? Les effets de ce basculement deviennent visibles lorsqu'on observe les conséquences concrètes, groupe par groupe, loin des abstractions géopolitiques. La même décision produit des résultats différents selon la position de chacun dans l'écosystème malien.
Et c'est cette dispersion des impacts qui mesure réellement l'ampleur du changement engagé sous Ibrahim Traoré. Du côté de l'État, d'abord, la combinaison du fonds souverain, de la taxe exceptionnelle et du contrôle renforcé des zones minières redonne une capacité d'arbitrage budgétaire. Les revenus issus du lithium ne transitent plus uniquement par des circuits externes. Ils commencent à être identifiés, fléchés et intégrés dans une planification nationale. Cette visibilité nouvelle réduit la dépendance immédiate au financement conditionné et renforce la crédibilité de l'appareil public face aux partenaires régionaux. Pour un gouvernement souvent décrit comme fragile, cette capacité à structurer des flux internes change la nature du rapport de force. Du côté des entreprises locales, ensuite, le retrait partiel ou l'attentisme de certains opérateurs étrangers ouvre un espace inédit. Les sociétés nationales, jusque-là cantonnées à des rôles secondaires, accèdent progressivement à des fonctions techniques et logistiques plus centrales. La transition est lente et inégale, mais elle modifie la chaîne de valeur. La ressource cesse d'être exclusivement extraite par des acteurs extérieurs. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État crée les conditions pour que la compétence locale devienne un actif stratégique, même si elle reste encore en construction. Pour les populations vivant à proximité des zones minières, les effets sont plus ambivalents. D'un côté, la montée des formations techniques et l'augmentation de l'activité créent des perspectives d'emploi réelles. Les chiffres évoquent une baisse d'environ 10% du chômage dans certains bassins au cours de l'année 2025, signe que la richesse commence à circuler différemment. De l'autre, la sécurisation accrue transforme le quotidien. Les contrôles se multiplient, les déplacements sont plus encadrés, et la tension liée à la valeur stratégique du territoire devient palpable. Le gain économique s'accompagne d'un coût social et sécuritaire immédiat. La diaspora malienne perçoit, elle aussi, cette transformation de manière contrastée. Les récits médiatiques internationaux continuent souvent de qualifier les décisions de repli ou de rupture. Mais les retours du terrain, relayés par des proches et des réseaux informels, racontent une autre histoire, celle d'un État qui tente de reprendre la main sur ses ressources. Cette dissonance narrative pousse une partie de la diaspora à reconsidérer ses repères d'analyse et son rôle potentiel dans l'avenir économique du pays. Enfin, à l'échelle régionale, l'impact dépasse largement les frontières nationales. Les pays voisins observent attentivement la trajectoire malienne. Certains y voient un précédent risqué, d'autres un modèle possible. Le rôle d'Ibrahim Traoré agit ici comme un catalyseur symbolique. Il montre qu'un État du Sahel peut transformer une ressource stratégique en instrument d'influence, au prix de tensions assumées. Ces conséquences multiples révèlent une réalité centrale. Le tournant de 2025 ne produit pas un effet uniforme. Il redistribue les positions, crée des gagnants et des contraintes, et redéfinit les priorités. Le basculement n'est plus théorique. Il se mesure désormais dans les vies, les comptes et les équilibres concrets. Les 6 à 12 prochains mois ouvrent 3 trajectoires plausibles pour le Mali. Elles ne prédisent pas l'avenir. Elles prolongent des lignes de force déjà visibles depuis 2025, en tenant compte des ressources, des pressions extérieures et de la capacité interne d'absorption du choc. Scénario de base, stabilisation sous vigilance. Dans cette configuration, l'État parvient à maintenir l'équilibre fragile instauré par la taxe exceptionnelle, le contrôle des zones minières et le fonds souverain. Les investissements étrangers se contractent sans disparaître, tandis que les opérateurs nationaux montent progressivement en compétences. Les recettes issues du lithium sont fléchées vers des projets ciblés, notamment la formation technique et la sécurisation des sites. Les tensions diplomatiques persistent, mais restent gérables. Si les prix mondiaux se maintiennent à un niveau élevé, alors cette trajectoire reste soutenable, à condition d'ajuster en continu les règles pour éviter l'asphyxie financière. Scénario optimiste, consolidation et effet d'entraînement régional. Ici, la stratégie malienne produit un signal plus large.
Des pays voisins s'inspirent du modèle et explorent des formes de coordination autour des ressources stratégiques. Des partenariats régionaux émergent, visant à mutualiser certaines infrastructures et à renforcer le poids de négociation face aux acteurs industriels. Le fonds souverain devient un outil d'investissement structurant, capable de financer des projets à horizon pluriannuel. Si cette dynamique s'installe, alors le Mali passe du statut d'exception contesté à celui de référence régionale, et la posture portée par Ibrahim Traoré gagne en légitimité internationale. Scénario contraint, pression extérieure. Accrue. Dans cette hypothèse, les sanctions se durcissent et l'accès au marché se complique. Les exportations ralentissent, les coûts logistiques augmentent et l'inflation pèse sur les ménages. La capacité à valoriser le lithium existe toujours, mais elle est freinée par des contraintes financières et technologiques. Si l'isolement se prolonge, alors l'État doit arbitrer entre maintien d'une ligne ferme et concessions ciblées pour desserrer les taux. Le risque principal devient l'érosion du soutien interne si les bénéfices tardent à se matérialiser. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de parier sur un seul avenir, il est essentiel d'évaluer en continu l'interaction entre pression externe, capacité interne et alliance régionale. Si l'un de ces piliers faiblit, alors l'ensemble de l'architecture doit être ajusté sans délai. La stratégie n'est pas un bloc figé. Elle est un processus d'équilibrage permanent. Au-delà des scénarios macroéconomiques, les décisions prises depuis 2025 touchent directement des groupes bien identifiés, avec des effets différenciés qui redessinent le quotidien. Ce sont ces répercussions concrètes qui donnent chair à une stratégie souvent décrite de manière abstraite. Pour les jeunes actifs, d'abord, l'essor des activités minières encadrées et la montée des formations techniques ouvrent des perspectives nouvelles. Des métiers jusque-là occupés par des équipes étrangères deviennent progressivement accessibles localement. Cette évolution nourrit une attente forte, celle d'un emploi qualifié, inscrit dans un projet national, plutôt que dans une économie d'appoint. Le message implicite est clair. Si les compétences suivent, alors la valeur créée peut rester sur place. Cette promesse est puissante, mais elle reste conditionnée à la capacité de l'État à maintenir l'effort de formation dans la durée. Pour les familles vivant près des zones minières, l'expérience est plus contrastée. L'activité accrue génère des revenus et une demande locale plus dynamique, mais elle s'accompagne aussi de contraintes visibles. Les contrôles renforcés, les restrictions de circulation et la présence sécuritaire modifient les habitudes. Le bénéfice économique est réel, mais il s'échange contre une vigilance permanente. Ce compromis, accepté dans un premier temps, sera testé si les retombées tardent ou se concentrent sur un nombre limité d'acteurs. Pour les petites entreprises et les commerçants, la situation évolue par ricochet. L'augmentation des flux autour des sites miniers stimule certains secteurs, du transport aux services. Dans le même temps, les tensions logistiques liées aux frontières et aux sanctions peuvent en renchérir les coûts. L'environnement devient plus incertain, obligeant ces acteurs à s'adapter rapidement sans toujours disposer de marges financières suffisantes. Enfin, pour les Maliens établis à l'étranger, la période actuelle agit comme un révélateur. Les récits dominants à l'international entrent en tension avec les témoignages venus du terrain. Cette dissonance pousse à reconsidérer le rôle de la diaspora, non seulement comme observatrice, mais comme ressource potentielle en compétences, en capitaux et en relais d'information. Ces impacts montrent que la stratégie ne se joue pas uniquement au sommet de l'État. Elle se mesure dans la capacité à répondre à des attentes concrètes, diverses, parfois contradictoires. La phase suivante repose sur une feuille de route opérationnelle, conçue pour transformer une posture de souveraineté en résultat mesurable. Elle s'articule autour de plusieurs étapes séquencées, chacune associée à des acteurs précis, à un horizon temporel et à des indicateurs de suivi. Première étape, sécuriser durablement les sites stratégiques. À court terme, l'État consolide le contrôle des zones minières par des unités locales post-formées
et des procédures d'accès unifiées. Les autorités administratives et sécuritaires coordonnent leurs actions afin de réduire les zones grises. L'objectif était clair: limiter les intrusions, stabiliser l'environnement opérationnel et mesurer la baisse des incidents signalés autour des sites sensibles. Deuxième étape: structurer la gouvernance économique. Le fonds souverain devient l'outil central. Sous la supervision du ministère des Finances, il agrège les revenus issus du lithium et définit des règles de transparence. Les indicateurs retenus portent sur la traçabilité des flux et la part des recettes réinvesties localement. Cette étape vise à convertir une rente volatile en capacité d'investissement prévisible. Troisième étape: développer les compétences nationales. Les ministères sectoriels, en partenariat avec des institutions de formation, déploient des programmes techniques ciblés. L'horizon est de moyen terme. Les critères d'évaluation portent sur le nombre de techniciens formés, leur insertion dans les chaînes de valeur et la réduction progressive de la dépendance aux expertises extérieures. Quatrième étape: diversifier les appuis régionaux. Sur le plan diplomatique, des canaux de coopération sont activés avec les pays voisins. Il s'agit de réduire l'isolement et de partager certaines infrastructures. Les résultats se mesurent à travers la signature d'accords opérationnels et la continuité des échanges commerciaux essentiels. Dans cette architecture, le rôle d'Ibrahim Traoré n'est pas celui d'un exécutant isolé, mais d'un arbitre du tempo. Il s'agit d'ajuster sans renoncer, de corriger sans diluer la ligne. La réussite dépendra moins d'un geste unique que de la capacité à maintenir cette séquence dans le temps. La question reste ouverte. Cette discipline collective pourra-t-elle résister aux pressions prolongées? Le fil se referme là où il avait commencé, sur le terrain et dans les perceptions. Autour des zones minières évoquées plus tôt, les scènes ont changé de ton. Les mêmes villages, les mêmes pistes, mais un autre regard. Ce qui était vécu comme une intrusion diffuse est désormais perçu comme un enjeu collectif, inscrit dans un récit national plus large. Cette transformation n'efface ni les tensions, ni les incertitudes. Elle redonne cependant une cohérence aux sacrifices demandés.